Aujourd'hui, le squad, j'ai le plaisir d'échanger avec Marc, kiné de l'équipe de France de ski nautique et de wakeboard. Un épisode qui risque fort de t'intéresser, tant ces sports sont très prisés des amateurs de glisse pendant l'été. Marc, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Salut Max. Alors moi je suis Marc Sourti, kiné du sport basé à Lacano. Je travaille avec une équipe de kiné sport et un médecin, Pierre Duchesne de la Motte. Moi je suis aussi un ancien sportif de haut niveau en ski nautique. J'ai remporté les championnats du monde senior plus de 35 ans l'année dernière et j'ai été aussi kiné de l'équipe de France de ski nautique et aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir suivre des athlètes en dehors du chemin fédéral. Ouais, c'est top parce que en fait, du coup, tu travailles avec le doc Pierre de manière continue, que ce soit un peu tous les jours finalement au cabinet et puis au sein de l'équipe de France. Exactement. Ça, c'est la grosse plus-value de notre cabinet. C'est qu'on a la possibilité vraiment de collaborer quotidiennement avec Pierre, le médecin du sport, qui lui, dans la traumatologie et sait répondre aux questions parfois urgentes. Donc ça, c'est chouette. On a vécu une aventure ensemble quelques années au sein de l'équipe de France de wakeboard et de ski nautique. Cette année, pour différentes raisons, on a quitté l'équipe de France. Ça, peut-être tu ne le savais pas. Non? Mais on a la chance d'avoir des athlètes qui continuent de faire appel à nous pour des soins ou tout simplement pour des consultations en médecine du sport. Et en fait, le suivi continue en parallèle, si tu veux, éventuellement une association avec la fédération. Ouais, trop bien, trop bien. Et puis, tu parles de cette particularité d'être un ancien sportif de haut niveau, mais finalement, peut-être pas si ancien que ça, puisque effectivement, tu as gagné les championnats du monde des plus de 35 ans. Et on va parler bien évidemment de cette partie-là, de cette particularité-là lors du podcast. Mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on rentre très vite dans le vif du sujet et que tu nous dises quelles sont les pathologies communes dans ces sports de glisse nautique. Alors, les pathologies communes, bien sûr, hein, c'est l'entorse du genou. C'est un sport qui est assez traumatisant de ce côté-là, que ce soit en ski classique ou en wakeboard, pratique bateau ou câble. Il faut savoir que c'est des sports qui se pratiquent à haute vitesse quand même, éventuellement qui peuvent être traumatisants parce que que ce soit en ski classique avec le saut à ski ou les figures, il y a aussi cette notion de réception. Les skieurs en saut, ils s'envolent à 5-6 mètres. En câble, en wakeboard câble, voire wakeboard bateau, on est peut-être un petit peu moins en hauteur, mais on est facilement à 3-4 mètres de haut pour les meilleurs, avec les pieds qui sont bien attachés dans des choses qui ne sont pas forcément destinées à faire sortir le pied, mais plutôt à le faire tenir sur le wakeboard. On a une grosse traumato genou, un peu de cheville aussi, et rachis, et bien sûr l'épaule. Ok, ça fait le lien avec l'épisode avec Sofiane Batiki, qui est préparateur physique de l'équipe de France de ski boss et qui nous expliquait aussi cette particularité, pardon, effectivement, déjà de la chaussure, des sauts qui peuvent être vraiment vertigineux et donc cette qualité de réception qui doit être vraiment importante. Je sais que tu parlais aussi de tout ce qui est aspect tendinopathie et overuse. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Complètement. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal en wakeboard câble parce que la pratique, elle est quand même un peu différente, surtout dans les répétitions. En fait, les riders partent et ils partent pour faire un tour qui est finalement assez long en temps de pratique avec beaucoup d'intensité. Et bien souvent, ils ne font pas qu'un tour, ils en font deux, trois. Et il y a des grosses sollicitations au niveau des épaules. Notamment, on a beaucoup de tendinopathie. Quand je parlais de pathologie d'épaule tout de suite, en fait, on a finalement peu de luxation dans la littérature chez les sportifs de haut niveau. Et on a quand même beaucoup soit de conflits ou de tendinopathies qui sont plutôt dus justement à un syndrome d'overuse. Donc effectivement, on peut retrouver des pathologies du membre supérieur et du membre inférieur. Je sais que tu parlais aussi de la notion de quantité, le temps entre ce qui va se faire sur l'eau et ce qui va se faire hors de l'eau. Finalement, pour un athlète de haut niveau de l'équipe de France, quelle est sa répartition en temps hors de l'eau et sa répartition sur l'eau? Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai un peu entamé ce sujet là, sur un podcast là. J'ai fait. Alors ça dépend un peu des disciplines. En ski nautique classique, le temps sur l'eau, finalement,
il n'est pas très important. Les skieurs essaient de le pousser au maximum, mais on va être sur une pratique, sur un skieur, 3 disciplines, peut-être de 2 heures et demie sur l'eau au grand maximum. 2 heures, quoi, c'est un grand maximum par jour sur 5 jours dans une semaine, quoi. Ensuite, en wakeboard bateau, c'est pareil. L'activité, elle va être réduite peut-être à simplement une demi-heure à 45 minutes de wakeboard par jour. Et en wakeboard câble, c'est là où ça explose. Là, on a des pratiques qui sont parfois de 2 heures et demie, 3 heures. Et en plus de ça, ils sont presque apparentés pour moi à des triathlètes, hein, parce que bien, parfois, ils tombent à l'autre bout du plan d'eau. Donc, il faut rentrer à la nage, puis marcher, voire courir pour reprendre le palonnier le plus vite et recommencer la trick que tu viens d'essayer de tenter, et ainsi de suite. Donc là, la difficulté, c'est d'essayer d'organiser un maximum de prépa physique quand même en amont et trouver le temps de le faire. Ouais, c'est Je sais pas rigolo si j'ai cette. répondu à la question, mais Ouais, ouais, clairement. Et c'est rigolo finalement cette comparaison que tu as avec un triathlète parce qu'on n'a pas forcément cette notion-là au premier abord. Bien que c'est vrai que surtout quand on est débutant et qu'on se fait un petit peu de wakeboard câble et qu'on se ment justement au bout du lac, c'est surtout là où on est vigilant parce qu'on se dit il faut surtout pas qu'on tombe parce que sinon, comme tu dis, on va devenir triathlète. c'est ça, c'est ça. Donc parfois, il y a des riders le comprennent assez vite. Du coup, ils attendent parfois de faire un tour. Donc, du coup, ça rajoute du temps de traction, du temps d'effort, où ils font des petites tricks plus faciles avant de faire leurs tricks plus difficiles ou d'apprentissage devant le ponton, quoi. Voilà. Ouais. Tu avais parlé aussi lors d'un podcast des commotions cérébrales. Moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Et finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui touche tous les sports. Votre doc avait mis en place donc un protocole adapté au ski nautique sur le site de la fédération. On en a aussi parlé notamment avec François Maubert sur le podcast numéro 21, avec le local performance aussi. Finalement, toi, quels sont tes conseils par rapport à tout ça? Il y a un gros travail de fait par le docteur Pierre Duchesne de la Motte qui a été relayé sur le site de la Fédération française de ski nautique pour que les gens qui sont autour d'un plan d'eau ou qui fréquentent le plan d'eau puissent avoir accès à ce protocole commotion cérébrale. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus parce qu'on a les skieurs ont du matériel de plus en plus performant, des boards en carbone, la technique évolue, les riders vont de plus en plus haut, que ce soit dans toutes les disciplines. Et on voit le casque que dans 2 disciplines, c'est-à-dire le saut à ski nautique et le wakeboard câble. Malheureusement, le casque, c'est un élément qu'on achète en début de saison et on le change généralement 2, 3 ans après. Alors que le casque, il a déjà pris plusieurs coups, il est souvent bien abîmé. On en trouve souvent, il faut savoir réagir. La commotion cérébrale, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans notre sport. Il faut vraiment suivre les recommandations très précises et se faire dépister, hein, parce qu'après, ça peut engager des conséquences importantes sur le cerveau. Pierre, il a aussi travaillé, je vois que tu es bien renseigné, mais il a aussi fait un petit élément de littérature qu'il a publié sur les traumatismes en wakeboard. Je te le ferai passer par mail Ouais, avec grand après. plaisir. Je pense que déjà, c'est un bon conseil à donner parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de pratiquants pendant la période estivale. Donc, je pense qu'il faut être vigilant sur ces aspects. Et puis, finalement, on pense module, notamment sur le wakeboard câble. On pense notamment sur les parties acrobatiques et aux chutes qu'il peut y avoir. Mais finalement, même sur le ski nautique où généralement, il y a pas forcément de chute en hauteur, hein, dis-moi si je me trompe. Mais par Eh bien, contre, si, en mais, saut avec le tremplin, ouais, avec le saut, avec le tremplin, mais malgré tout, même de tomber de sa hauteur avec ah la oui, vitesse, l'eau devient d'une certaine manière l'eau, plus dure d'un point de vue physique. exactement, l'eau devient plus dure et bien souvent aussi, parfois, le skieur perd son ski et Mhm. vient se taper contre le ski, en fait. Et D'accord. tu vois, dans une chute à haute vitesse, au bout d'un moment, je te disais que les choses étaient très serrées, mais il y a parfois ça déchausse et dans la chute, le corps se déforme tellement et éventuellement le ski dépasse le skieur et le skieur vient se cogner la tête contre le ski. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois et notamment chez des jeunes. Et ça, c'est quelque chose, on a mis un point d'honneur
à l'époque à vouloir mettre en place ce dépistage parce que bien souvent, c'était oh, tu as pris une chute. Et puis dans les croyances, bon, ben, pour progresser, on prend des chutes. Ça arrive souvent de taper le ski, sauf qu'on a, on a relevé des gamins qui étaient complètement sonnés, qui ne savaient plus où ils habitaient. Hmm. On les met à l'écart 1 heure et on retourne les faire skier. Donc, ça, c'est des choses qu'on a vues et il a fallu faire de la pédagogie, si tu veux, avec le coach. Tu vois, ça, c'est un peu le rôle, tout à l'heure, tu vas peut-être en parler, le rôle du kiné ou du médecin, c'est aussi d'amener un peu du savoir médical auprès des coachs et sortir de certaines croyances ou habitudes qui ont été prises. Ouais. C'est la fameuse phrase, c'est le métier qui rentre, mais C'est ça, qui peut être désastreux. Et puis, c'est ça. ouais, évidemment, je pense à tous ceux qui vont en faire vraiment de manière épisodique. Faut être vigilant. Pour faire le lien avec la première question, quels sont les axes de travail principaux avec les pratiquants de glisse nautique en tant que professionnels de santé? Moi, au sein du cabinet, ce que j'aime faire, en tout cas le premier travail que je fais, c'est j'essaie de bilanter. C'est-à-dire, je reçois le patient, j'ai des athlètes qui sont venus tout simplement pour faire des tests, savoir s'ils étaient en forme, etc. J'ai la chance d'avoir un appareil d'isocinétisme au cabinet. J'ai passé mon DU là récemment pour devenir expert là-dedans. Et du coup, j'aime bien faire de l'évaluation de la force musculaire. Évaluer des ratios physiologiques, des ratios mixtes, créer un peu de data grâce à ça, parce que j'ai la chance d'avoir des grands champions qui viennent nous voir au cabinet dans ces disciplines-là, et de faire quelques comparaisons en dehors des comparaisons qu'on peut faire avec des profils type footballeur, là où il y en a beaucoup dans la littérature. En priorité ça, et après, je m'adapte en fait. Je m'adapte au profil, je m'adapte à la discipline et aux objectifs du sujet. C'est compliqué pour moi de mettre tout le monde un peu dans le même lot et dire voilà, tu fais un sport de glisse, tracté, il faut travailler ça, ça et ça. J'ai un peu de difficulté avec ça. Je préfère d'abord évaluer mon patient ou le sportif et lui dire voilà, tester ton quadri, tes ischios, on va tester ton rachis et on va regarder si éventuellement il y a des faiblesses ou s'il y a des signes qui ont été évalués, enfin, qui ont été mis en avant par la science, qui nous disent que éventuellement il y a un risque de blessure pour toi. Et à ce moment-là, on va faire tout un travail de prévention autour de tout ça. Et après, éventuellement, il va retourner voir le coach sportif ou éventuellement, si il veut bosser avec moi, faire une petite préparation grâce au profil que j'aurai établi avec mon test d'évaluation de la force. Et finalement, quels sont les ratios que tu vas chercher d'un point de vue général? On a bien compris il y avait des spécificités probablement par rapport au sport, peut-être même par rapport au genre, hein, bien évidemment. Mais Hum. de manière globale, qu'est-ce que tu vas rechercher? Moi, je recherche déjà un ratio physiologique sur le genou. Et après, je regarde une norme par rapport à un poids de corps. Ça m'intéresse beaucoup. Selon les disciplines, éventuellement, je vais y intégrer dans mes tests le dépistage d'un ratio mixte dit de croisier, parce que par exemple, en ski nautique classique, la lésion des ischio-jambiers, pour les figuristes, elle est majeure. C'est quelque chose qui arrive souvent, soit par enfin, surtout de façon traumatique. Pas forcément de l'overuse, mais surtout de façon traumatique, parce que bon, vous ne connaissez pas du tout cette discipline, c'est très particulier, mais le skieur, en fait, est accroché à la corde par le pied, par l'un de ses pieds. L'autre pied est relié au ski et la corde est accrochée dans le bateau. Sauf que si jamais il tombe, bon, bah, t'imagines qu'il peut faire un grand écart, qu'il peut vraiment se blesser, voire se fracturer le fémur, c'est déjà arrivé. Donc, il y a Mhm. une personne dans le bateau qui est là pour faire la sécurité et lâcher la corde si le skieur tombe. D'accord. Sauf que à haut niveau, on lâche la corde de plus en plus tard, et surtout en compétition. Parce que les skieurs, ils ont tellement d'aptitude que même d'une situation très très bancale, parfois certains arrivent à se sortir de l'eau et valider la figure et faire compter les points. À partir de là, il y a des traumatismes répétés sur la jambe, et c'est assez intéressant de faire ce type d'évaluation. Et justement, bah, tu nous as parlé des différences par rapport à ces différentes disciplines. Quelles Oui. sont les principales différences entre le ski nautique, le wakeboard câble, et puis je sais qu'il y en a d'autres un peu plus nichés, d'un point de vue des demandes athlétiques et physiologiques. Alors, wakeboard câble, pour moi, il faut les deux. Il faut être très athlétique, c'est-à-dire c'est des vrais gymnastes. Il faut être puissant, il faut être fort et il faut avoir de vraies qualités d'endurance.
parce que le circuit il est long, ils ont plusieurs runs, et en termes de training, c'est ce que je disais tout à l'heure, le temps passé sur l'eau, il est très très important. Sur le wakeboard bateau, on a des physiques peut-être un peu différents. On a des gens qui sont très très musclés, parce que la vague du bateau aujourd'hui, elle est tellement puissante qu'il faut beaucoup d'engagement pour aller dedans. Les figures sont très aériennes et ça demande énormément de puissance musculaire et de force pour tenir la tension et la pression que le bateau met sur la corde et que le skieur va mettre. Et également aussi, en cas d'impact, j'ai la sensation qu'ils ont tous un peu les mêmes physiques, parce que le bateau, lui, amène tellement de puissance que le skieur est sans arrêt en train de résister à des contractions de type excentrique en permanence. En fait, il se fait tout le temps écraser par le bateau, que derrière, il développe énormément de muscles. Et en ski classique, là, on a des physiques plus hétérogènes. Il y a vraiment une particularité entre les trois disciplines de taille et de poids, et vraiment d'aptitude. Si tu veux, au niveau psychologique, on n'a pas du tout les mêmes profils entre un figuriste, un sauteur et un slalomeur. D'accord. Et est-ce que ça existe de temps en temps qu'il y ait un peu des switches entre les différentes disciplines sur de l'occasionnel, peut-être pour travailler certains aspects athlétiques, peut-être pas forcément sur du wakeboard ou ski nautique, bien que tu me diras ce que tu en penses, ou tout simplement du ski nautique slalom ou du ski nautique plutôt avec des figures, etc. Oui, alors c'est sûr, hein, il y a des transferts qui se font dans toutes les disciplines. Alors en ski nautique classique, c'est plus facile parce que ça se fait avec le même bateau, ça se fait au même endroit généralement. Donc c'est quand même plus facile de mettre ça en place. Il y a beaucoup, beaucoup de skieurs, même des spécialistes qui, au final, dans leur quotidien, sont des combinétistes, mais en compétition ne pratiquent que le slalom. Après, il y a un âge où généralement, quand même, le saut, c'est pas une discipline où on dure très longtemps. C'est-à-dire qu'après 35 ans, ça devient quand même difficile parce que c'est un sport très traumatisant. Ouais, donc les skieurs vont chercher ça, vont chercher des qualités, vont chercher du plaisir, vont chercher des transferts de sensations et de techniques sur différentes disciplines, ça c'est sûr. La difficulté, c'est que j'entends ta question par est-ce qu'on peut aller développer des qualités physiques? Bien sûr. Aujourd'hui, on fait face aussi à un coût économique de la pratique qui est important. Et du coup, la tendance, elle est plus trop à ça. Elle est plutôt à aller faire du physique sur la terre, au sol. Hein. Mhm. C'est-à-dire prendre son Évidemment. vélo, aller en salle de muscu, aller chez son physio, aller avec son préparateur physique. C'est quand même un peu plus à la tendance par rapport au coût de pratique qui devient compliqué. Et à l'inverse, si on pense aux jeunes, on parle beaucoup d'hyperspécialisation chez les jeunes dans différents sports. Est-ce que les jeunes tendent à varier ces différentes disciplines pour rester sur un sport de glisse nautique, mais malgré tout, varier les contraintes? Alors, moi, je suis complètement favorable à ça. C'est-à-dire que je ne suis pas pour l'hyperspécialisation jeune. Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. La tendance, elle est quand même qu'il y a quand même une majorité des coachs, surtout en Europe, qui s'engagent plutôt vers une spécialisation, plutôt à cause je pense, du coût de pratique, tout simplement, et une petite facilité. Le problème de tout ça, c'est qu'on voit des jeunes qui rencontrent des problèmes, si tu veux, des pathologies d'adultes qui ont déjà 15 ans ou 10 ans de pratique Mm. d'une spécialité, quoi. C'est vrai que le fait de pratiquer différentes spécialités, jeune, te préserve de ça. Parce que quand tu as un peu mal en slalom, eh bien, doucement, tu vas faire des figures pendant une semaine et tu perds pas ton niveau de pratique, mais tu vas aller développer d'autres capacités, tu vas aller faire travailler d'autres muscles, tu vas t'équilibrer différemment. Est-ce que si tu fais 2 à 3 sessions de slalom par jour pendant 6 mois sans faire autre chose à côté, bah, tu développes des pathologies, des lombalgies, des tendinopathies, des tennis elbow, enfin voilà. Ok. Donc toi, si je dis pas de bêtises, toi, tu es surtout un athlète de ski nautique slalom. Exactement. Ok, mais tu vois, pour avoir discuté donc avec Sofiane Batiki, lui qui est dans le ski boss, il m'expliquait qu'il y avait beaucoup de travail hors des skis, notamment en gymnastique. Est-ce que sur les sports acrobatiques, c'est des choses qui se font dans ces disciplines-là? Ouais.
Alors, en wakeboard, ça se fait beaucoup. Ils s'entraînent énormément sur trampoline. Tu verras sur la majorité des sites, je pense Cable Park ou en tout cas Training Wake Bateau, il y a toujours un trampoline sur le bord. Et en hiver, il y en a une grande majorité qui sont des gymnastes, ouais. En tout cas, qui sont issus de ça et qui vont travailler leur figure, qui vont associer aussi, hein, bien sûr, la préparation mentale, de la visualisation, de la rotation dans l'espace. Ça, c'est essentiel. Parfait. J'aimerais qu'on parle de ton rôle de kiné au sein de l'équipe de France. Alors apparemment, c'est plus le cas, mais j'aimerais que tu nous expliques un peu comment ça se passait, notamment lors d'une compétition. Moi, j'ai toujours eu la chance d'être accompagné d'un médecin du sport. Et on était même deux kinés pour un médecin du sport. Donc, on avait quand même un beau staff médical. Il y a une répartition des rôles, c'est-à-dire qu'on avait quand même un guideline qui était donné par le médecin. On avait un petit récap des pathologies en cours de nos sportifs. Donc, on mettait en place des traitements, un suivi de soins, une continuité de soins pour les sportifs qui étaient déjà suivis, soit par nous ou soit par des confrères, sur le site de la compétition, pendant la compétition, pendant les entraînements, le matin, de bonne heure. Enfin, tout est adapté en fonction de l'horaire du passage du skieur. Donc, un kiné qui est dédié à ça, un kiné de terrain qui suit toujours le médecin pour répondre éventuellement à un traumatisme, parce que bon, le jour de la compétition, c'est full attaque, quoi. Je veux dire, personne n'est là pour y aller gentiment. Donc, il est possible qu'on ait de la casse, et ça arrive régulièrement. Il faut savoir réagir. La grosse plus-value d'être avec un médecin, c'est que le diagnostic peut être fait rapidement. On a eu de la chance d'avoir une fédération qui nous a suivis sur l'achat de matériel. Donc, à chaque fois, on est parti avec un échographe, avec du bon matos pour aller prodiguer des soins derrière. Et en ça, bah, le médecin fait le diagnostic et moi derrière, bah, je fais la petite main, soit je strappe, soit j'essaie de soigner, soit je fais un peu de thérapie manuelle, soit on fait des soins de récup. Voilà, on est vraiment dans une action pour essayer de relancer une action le plus rapidement possible. Relancer Ok. l'athlète sur les skis le plus rapidement possible. Et à côté de ça, on a tous les soins de récup et on veille, on surveille un peu nos athlètes sur le côté diététique, bien sûr, hydratation. Certains sont des sportifs de haut niveau, aguerris, d'autres sont des nouveaux sportifs de haut niveau ou tout juste. Et ben, on est là aussi pour les aider à se construire et à avoir les bons réflexes. Pour rajouter aussi, on a des athlètes qu'on suit, nous, depuis des années, et qu'on suit au cabinet à l'heure actuelle, pour qui on fait des échauffements particuliers. J'ai à cœur de faire ça avec mes athlètes, c'est-à-dire aller les questionner sur est-ce qu'ils ont besoin d'aide pour l'échauffement, est-ce qu'ils ont besoin d'un soutien, est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur construise un échauffement particulier, faire des réactivations, combien de temps avant, combien de temps ils veulent être dans leur bulle avant, voilà. Donc on essaie de programmer tout ça, programmer les temps de récup et de les accompagner au mieux. Donc oui, effectivement, il y a un rôle pendant les compétitions, pendant les rassemblements, mais aussi un rôle en dehors des rassemblements. À quelle fréquence vous vous rassemblez pour les équipes de France? Il y a deux vitesses. Généralement, quand c'est une année de championnat du monde, là, il y a des rassemblements très fréquents. C'est-à-dire que on est rassemblés aussi pour des périodes d'entraînement. Donc là, il y a environ, je dirais, au moins 3 à 4 stages de 3 à 6, 7 jours, voire plus par saison, plus compétition, championnat d'Europe, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc, on arrive à se voir entre au moins 6 fois dans la saison, sur des périodes de minimum 3 jours jusqu'à une semaine, et voir le championnat du monde, c'est 15 jours. On a le temps de créer quand même du lien avec les athlètes. Et après, on essaie pour certains, pas la majorité, mais il y a un vrai suivi qui se fait à distance. Ok, Voilà. génial. Ouais, Ok. ouais. Et comment vous procédez sur ce suivi à distance? Téléphone, c'est le mieux. Et puis éventuellement, mail. Ok. Est-ce qu'il y a une collaboration? Parce que j'imagine que tous les athlètes ne sont pas regroupés au même endroit. Est-ce que du Oui. coup, c'est des athlètes qui vont être avec des physios, des préparateurs physiques, peut-être des préparateurs mentaux, etc., qui sont plutôt locaux? Est-ce qu'il y a des collaborations qui se font avec eux? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment en tout cas le mot d'ordre du cabinet et des kinés d'équipe de France. C'est-à-dire que l'idée, il faut collaborer avec nos confrères.
Nous, on n'est pas là pour prendre le rôle du physio local qui travaille toute l'année avec son athlète. On est peut-être plutôt là pour essayer de s'accorder à trouver la bonne stratégie. Qu'est-ce que lui, il voit, qu'est-ce que lui, il a évalué, qu'est-ce que nous, on a évalué et mettre en commun nos différentes visions ou nos différents scores pour permettre à l'athlète d'optimiser ses performances. En tout cas, dans mon cas, il n'y a pas de compétition. Ouais, je trouve ça super inspirant. Tu as dit sur l'Ouest France que certains riders sont à haut niveau jusqu'à 45 ans. Qu'est-ce qui explique cette longévité à haut niveau dans ces sports et que finalement on ne retrouve pas de partout? Ouais, ça, c'est particulier. Peut-être parce on est un sport où il y a moins de volume, quand même, moins de pratiquants. Celui qui a trouvé, qui a développé des skills, qui pratique beaucoup, il arrive encore à tirer son épingle du jeu jusqu'à à très haut niveau pendant encore longtemps. On est sur un sport quand même qui demande beaucoup de technique et de maturité. Et ben, parfois, on voit des carrières un peu longues parce que la technique, bah, ça prend du temps, ça prend du temps de l'apprendre, ça prend du temps aussi de réussir à s'en servir le jour J. Donc ça, c'est pas évident. Je compare des fois, parfois, pardon, certains athlètes. On voit en surf. Moi, j'habite à Lacanau, donc le surf, j'ai beaucoup d'athlètes en surf aussi que je suis. Mhm. On voit Kelly Slater, c'est pas le plus jeune, mais il est toujours très présent sur les grosses compétitions. Il fait encore des podiums. Voilà, qu'est-ce qui explique ça? Bah, il pratique énormément. Il est passionné par son sport. Moi, j'ai discuté avec quelques athlètes un peu plus âgés, des étrangers, je leur ai posé la question. Je dis, mais pourquoi tu continues? Il y a quand même un risque de blessure important, que ce soit en slalom ou en saut, ou même pour certains en wakeboard. Et la réponse, ça a été, écoute, aujourd'hui, j'ai 40 ans ou 42 ans. Aujourd'hui, j'ai un tel savoir dans mon activité que ce serait tellement dommage d'arrêter. Donc, en fait, les mecs, ils ont tellement de savoir sur l'activité qu'ils font en sorte d'être bien physiquement. Donc, en fait, là, depuis 5-6 ans, ils ont dédié, si tu veux, leur vie à la préparation de leur corps, à la prévention, pour être prêts, pour ne pas se blesser et pour pouvoir s'exprimer le mieux possible en compétition. Parce qu'effectivement, la particularité, c'est qu'aussi, il y a des championnats du monde des plus de 35 ans. D'ailleurs, tu l'as remporté récemment. Félicitations pour ce beau titre. Merci Tu es beaucoup. d'ailleurs le premier Français, de ce que j'ai compris, à décrocher ce titre. Et C'est malgré tout, ça. c'est assez rare de voir ce type de compétition dans d'autres sports. Quelle est la différence entre un jeune rider de 20 ans et celui de plus de 35 ans? Pour poser un peu le cadre, déjà, quand on est en plus de 35 ans, il y a quand même quelques adaptations. C'est-à-dire, c'est le même sport, mais le bateau va un petit peu moins vite. Donc moi, dans ma catégorie, si tu veux, j'en ai profité parce que je sortais de la catégorie Open où le bateau va à 58 km/h. Là, je suis passé à 55 km/h. C'est vrai que ça m'a bien facilité la vie. J'ai fait ce choix-là. C'est un choix de raison. Pas parce que techniquement, justement, techniquement, je pense que là, je suis plutôt bien en ce moment. Mais physiquement, je me suis blessé il y a 2-3 ans et j'ai du mal à revenir de cette blessure. Et j'ai remarqué qu'en descendant la vitesse, j'avais pas mal. Donc, ça m'a permis, ça me permet de continuer à skier, à pratiquer mon sport qui me passionne et de me remettre à la compétition. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai passé 2 dernières années un peu plus difficiles où je n'ai pas pu m'exprimer correctement à cause de la douleur. Donc la différence après entre un jeune de 20 ans et un jeune de 35 ans, ça va être jeune de 20 ans, il va être full attaque partout, il va être technique, mais il va peut-être surtout avoir un peu de réussite et moins de stratégie dans sa planification d'entraînement, peut-être un peu moins de stratégie aussi dans ses choix de compétition. Le plus âgé, lui, il va être plus fin. C'est dur d'aller chercher en compétition un mec qui est plus âgé parce que soit il est devant toi, soit il te talonne de très près. Et ça fait toujours un peu peur. Et le petit de 20 ans, par contre, lui, il a les dents longues, il est opportuniste, il va y aller, mais le plus âgé lui fait peur. C'est un peu le chat et la souris, mais au final, ça fait progresser tout le monde. Moi, je trouve ça bien de se challenger avec différents profils. Ça me fait penser un peu à ce que Roger Federer pouvait faire dans le tennis, où clairement pour moi c'était un gestionnaire hors pair, où justement il choisissait ses compétitions parce qu'il savait qu'il avait plus forcément les cannes de 20 ans, mais ça lui a permis véritablement de performer jusqu'à la fin de sa carrière, quoi.
C'est exactement ça. Et puis surtout, ça permet de continuer à s'amuser un peu parce qu'on fait quand même des sports qui sont fun. Il faut être animé quand même par cette envie de gagner. Voilà, c'est un jeu, quoi. Donc, il faut repousser ses limites et il faut être animé par le plaisir, probablement. Et c'est vrai que le fait de faire des choix stratégiques, de se sentir bien, de se mettre en bonne condition pour pouvoir le faire, c'est rassurant aussi. Pour revenir sur ce paramètre de vitesse, est-ce que c'est Oui. quelque chose que vous utilisez dans un retour au sport après une blessure, de jouer sur ce paramètre-là? Complètement. Après une blessure, on adapte. Tu vois, un sportif qui s'est fait un LCA, alors je vais parler de la partie ski classique parce que j'excelle un peu mieux dans ce, Bien sûr. dans ce type de coaching-là. Il est clair et évident qu'on va refaire une reprise progressive. Voilà. Même si les tests de RTP, de Return to Play, ils ont été validés sur un test ISO, ils ont été validés sur des hop tests, ils ont été validés par le chirurgien, etc., etc. Eh bien, lors du retour dans l'activité, même s'il y a eu une rééducation retour terrain, on va rester progressif. On va plutôt essayer de lever parfois certaines appréhensions à nouveau, même si les barrières ont été levées dans différents domaines avant, et retravailler un peu de technique, et ensuite du volume, et après de l'intensité, en retrouvant la vitesse homologuée. J'aimerais qu'on revienne sur ta partie de sportif de haut niveau, parce que justement, Mhm, avant d'être au championnat du monde, tu étais déjà numéro un mondial dans les rankings. Et j'aimerais que tu nous mhm. dises comment tu as géré mentalement ce statut pendant ta compétition. C'était un bon petit challenge. Je suis arrivé assez vite numéro un mondial en début de saison et puis je suis resté toute la saison en fait. Donc c'est vrai que j'ai été un peu l'homme à battre sur le site des championnats du monde. Bah, en fait, comment j'ai géré ça? J'ai essayé d'être assez pro, c'est-à-dire dès le tour d'entraînement officiel, j'y suis allé pour prendre ma place, quoi. J'y suis allé pour skier. Prendre ma place, montrer que j'étais présent. Voilà, tu sais que tu es regardé même pendant un tour d'entraînement. Voilà, je ne suis pas allé pour cacher mon jeu. Et après, bah, le jour de la compétition, je me suis préparé. Je m'étais vraiment préparé en amont et j'avais déjà fait ma stratégie, si tu veux. J'avais préparé en amont la façon dont j'allais m'échauffer, le temps qu'il me fallait avant de monter sur le ponton, qui j'aurais autour de moi. Voilà, j'avais rien laissé au hasard. Et ça Mm. m'a permis d'avoir des constantes, si tu veux, autour de moi et de pouvoir partir skier en étant dans un état de liberté totale où j'ai finalement eu un stress positif qui m'a permis de lâcher un peu les chevaux physiquement. Tout à l'heure, tu as parlé de visualisation. Est-ce que c'est Ouais. des pratiques que tu utilises? Nous, en ski nautique, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, le temps de pratique, il n'est pas important parce que c'est une activité qui nécessite beaucoup d'énergie. Donc, on est en slalom, sur un tour d'entraînement, on est sur 15 minutes, 20 minutes maximum de temps dans l'eau, mais en temps d'action, si tu veux, un passage en slalom, c'est 17 secondes. En fait, on va faire 6 fois 17 à 18 secondes, tu vois, 6 à 8 fois par session. Donc, en fait, c'est pas beaucoup. Et à chaque fois que le bateau s'arrête pour que tu te reposes, tu donnes ton feedback au coach, le coach te fait un feedback et à ce moment-là, tu te mets dans ta bulle, tu prépares le passage d'après, tu es déjà en train de skier en fait. Tu as anticipé comment ton passage allait se passer. Donc la préparation mentale est un outil vraiment intégré aujourd'hui à l'entraînement en ski nautique. D'accord. Et j'imagine que ça reste très culturel déjà de base. Mais est-ce qu'il y a des collaborations qui se font avec des préparateurs mentaux plus spécifiquement? Oui, il y en a eu. Il y en a encore, je ne les connais pas parce que les sportifs de haut niveau ont leur propre coach individuel. Après, ils n'ont pas tous les moyens de les faire venir sur les sites de compétition, mais ça, c'est un travail qui est fait en hiver, qui est fait en suivi à distance tout au long de la saison. Il y a même la Fédération française de ski nautique et de wakeboard qui a permis aux coachs et aux kinés, aux préparateurs physiques de suivre une formation justement de préparation mentale. Trop bien. Voilà, elle a offert ça à beaucoup de personnes avec un tarif négocié. Donc, il y avait peut-être une petite subvention de la Fédé, puis surtout, il y avait un vrai tarif négocié auprès d'un organisme, j'ai plus le nom en tête, qui permet de démocratiser encore et encore cette pratique. Trop bien. Tous ceux qui sont très intéressés par la prépa mentale, j'ai fait deux épisodes, notamment l'épisode numéro 2 avec Adrien Cabon.
Et le dernier, c'était l'épisode numéro 22 avec Salia Youl, qui sont deux prépas mentaux et avec qui j'ai échangé sur tous ces domaines-là. Juste pour relever un point intéressant, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais tu as parlé voilà, qu'est-ce qu'on fait aussi pendant les compétitions en tant que kiné. Mhm. Alors, sur les compétitions de 2 jours, on n'en fait pas forcément, mais sur des stages d'une semaine, voire 15 jours, j'ai la chance de collaborer donc, avec Pierre Duchesne de la Motte, médecin du sport, sur de la reprogrammation neuromotrice. Ok. Voilà, parce que lui, il est même formateur. Alors, il utilise la méthode Aliane. Ouais. Après, il y a d'autres méthodes et lui fait énormément de reprogrammation et nous, on propose derrière des stimulations dans nos prises en charge avec justement de la préparation mentale, même au sein du cabinet, hein, pour lever D'accord. des inhibitions ou favoriser un geste. Ok. Et ça, c'est très, très important à mon Ouais, sens. donc j'imagine que vous l'utilisez autant d'un point de vue retour de blessure que d'un point Ouais, de vue performance avec un athlète sain. Ok. exactement. Soit on lève des inhibitions, ou alors voilà, retour de blessure, ou un petit trauma, ou un skieur, tu vois, qui a une difficulté sur un passage de main, ou bah, on peut essayer de le travailler grâce à cette méthode. Voilà. Et ça, c'est des choses que l'on fait en collaboration avec TAF technique. Ok, super intéressant de savoir que vous faites ça. Je connais bien la méthode parce que déjà, la méthode Aliane vient de Lyon, d'où je suis Oui. originaire. Et puis, mon ami Shingo Kitada, avec qui j'ai travaillé à l'Olympique Lyonnais, a travaillé pour eux et connaît du coup très, très bien la méthode. C'est super intéressant de savoir que vous pratiquez là-dessus. J'aimerais qu'on passe sur la dernière partie de ce podcast. Comment tu vois l'évolution du ski nautique et du wakeboard d'ici une dizaine d'années? J'ai du mal. Aujourd'hui, on est quand même un peu en perte de vitesse. C'est un sport qui est magnifique. C'est vrai que on peine un peu en recrutement de nouveaux skieurs. C'est vrai que le wakeboard câble est bien, bien à la mode en ce moment, avec un coût de pratique plus faible. Néanmoins, je ne perds pas espoir. Je me dis qu'on a subi quand même pendant quelques années une problématique, c'est-à-dire qu'on a perdu le niveau des formateurs, en tout cas le niveau pour moi, des moniteurs de ski nautique ou de wakeboard a énormément baissé avec l'arrivée des BPGEPS, où on a eu un niveau de base qui s'est vraiment effondré. On retrouve dans les clubs des gens qui sont juste là pour faire de l'initiation et qui ne Mhm. sont même pas forcément animés par la discipline. Et du coup, il n'y a plus de détection qui se fait. Tu en as parlé, toi, au tout début, tu en fais un peu l'été pour faire un peu d'initiation. Je ne sais pas si on t'a déjà proposé éventuellement de progresser et de prendre des cours pour apprendre des figures. Plus que Euh, ça, non. Après, c'est vrai que c'était dans un cadre hors de ma région, mais ouais, pas euh, forcément. Ouais. Bon, voilà, parfois même hors région, si tu tombes sur un coach ou un moniteur, peut t'envoyer des petits signaux pour dire vas-y, c'est pas mal, éventuellement continue, ou te donner une adresse pour que tu ailles pratiquer justement chez toi dans ta région. Et ça, pour moi, enfin, c'est un constat, hein, ça a été assez délétère dans le recrutement de nouveaux skieurs. Après, le wakeboard câble est en plein essor, il y a plein de nouveaux sites de pratique partout. Ils sont en train de se constituer et il y a un vrai réseau de coachs aujourd'hui qui existe et c'est super intéressant. Et le fait que la discipline soit passée au niveau il y a maintenant, je dirais, au moins 5 ans, ça assoit quand même cette discipline avec des sportifs qui pratiquaient, qui deviennent des sportifs de haut niveau. D'une pratique un peu sauvage, ils sont aujourd'hui des vrais sportifs de haut niveau et ils suivent un schéma de sportifs de haut niveau, même éventuellement dans leurs objectifs professionnels. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont devenus kinés grâce à ce type de sportifs de haut niveau en wakeboard. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans. Et je Mhm. trouve que c'est vraiment une vraie plus-value pour permettre à des riders de s'engager au plus haut niveau. Et moi, je le constate aujourd'hui tous les ans lorsque j'ai des athlètes qui viennent faire des tests d'évaluation de la force musculaire au cabinet, à quel point leur pratique, elle est professionnelle et de plus en plus. Mm. Donc, c'est que du bon point. Donc, je pense qu'il y a un vrai avenir pour le wakeboard câble. Je croise les doigts pour le ski nautique. Je pense que c'est pas fini, mais il va devoir y avoir une petite transformation, et en tout cas des remises en question. Voilà. Ouais. Après, finalement, c'est des cycles et puis ça fait partie de la même fédération. Moi, ça me fait un peu penser à peut-être l'engouement pour le futsal à l'instar du foot, même si ça reste quand même
très, très gros et qui a beaucoup de licenciés, ou même du MMA en France, à l'instar de la boxe, si je ne dis pas de bêtises, sont encore une fois sous la même fédération. Et c'est des espèces de mode par rapport aux athlètes, par rapport aux législations qui vont peut-être amener les gens vers une discipline plutôt qu'une autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que les gens vont un peu plus vers le wakeboard câble, peut-être par rapport aussi à une donnée économique, comme tu l'as très bien dit tout au long de ce podcast. Et peut-être que d'ici 10 ou 20 ans, bah, ça aura changé encore une fois. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Complètement. Alors là, complètement. Je le vois un peu comme ça. Et je l'ai dit à un moment, on en profite déjà un peu déjà. C'est-à-dire que le wakeboard câble attire tellement de monde que pour 20 personnes qui vont en faire, nous, déjà, en ski nautique, si on en récupère deux, on est content. Et en plus de ça, moi, ce que j'observe un peu, c'est que les gens, ils aiment la glisse, ils aiment ce sport. Et le wakeboard, c'est assez traumatisant. Quand on vieillit, on aspire quand même à des choses Mm. plus soft. Et du coup, on a toute une génération de riders passés 40 ans qui reviennent vers une pratique ski classique. Trop bien. Voilà. Mm. En famille, etc. Et peut-être que ça va créer un nouveau cycle et qui va permettre d'amener aussi des nouveaux skieurs. Donc, Ok. on a un vrai transfert, mais chez les plus de 35. Discipline en vogue chez les plus de 35. Voilà. Mais ça permet après de gagner des championnats du monde et d'avoir le coq français sur ce type de coupe. Donc, c'est génial. Exactement. Même si je sais que toi, ça fait belle lurette et depuis ta tendre enfance que tu es dans ce sport-là, bien évidemment. Que- Exactement. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à tes sportifs? D'avoir des praticiens de santé référents, des gens qui sont installés, identifiés, qui pour moi ont une vision scientifique de la médecine. Je vois passer trop de monde qui sont en errance thérapeutique et ça, je trouve que c'est catastrophique. Donc, en priorité, quand on est blessé, on se tourne vers un médecin, puis vers un médecin éventuellement spécialiste, puis vers un kiné plutôt orienté sport qui va pouvoir bilanter, si tu veux, la pathologie avec des scores référents pour éventuellement orienter un travail et faire un profil de planification derrière et collaborer avec tout le monde. Parce que la pathologie, dans mon sport, enfin des pathologies, il y en a beaucoup. On se blesse forcément un jour et une blessure, on s'en sort. Voilà, aujourd'hui, il y a des moyens, ça prend du temps. Par contre, voilà, ne pas aller vers les croyances, ne pas se précipiter, écouter des professionnels de santé. Voilà ce que j'ai à dire. Ça, je conseille, qui va bien évidemment dans le sens de la vision du podcast. Donc, je te remercie. Quel serait le meilleur moyen de te contacter pour tout simplement te remercier d'être passé sur ce podcast ou si on veut travailler avec toi? Pour me contacter, vous pouvez passer sur le Instagram du cabinet, c'est Centre Kinésport Lacano. Voilà, vous pouvez nous envoyer un petit message ou sinon après, pour prendre rendez-vous, bah, vous trouvez mes coordonnées sur le net à Marc Sourty et vous n'hésitez pas. Parfait. Et puis, si en plus de ça, vous êtes dans la région de Lacano, vous avez le médecin en prime qui est dans la même structure. Donc, c'est vraiment chouette. Je vais te poser la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? J'aimerais que, si c'est possible, que tu interroges un athlète Ouais, avec grand qui plaisir. s'appelle Louis Mistodi, qui vient d'être sacré champion de France de wakeboard câble. C'est un mec vraiment sympa qui est dans le monde du wake. C'est un semi-professionnel, mais bon, c'est pas encore un sport très professionnel. Donc, il travaille à côté, il a fait des études, il travaille. C'est un sportif de haut niveau, un sportif qui s'est blessé plusieurs fois, qui a toujours su revenir, qui a toujours su écouter le corps médical. Et aujourd'hui, bah, il est champion de France. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur la façon dont il pratique et la façon dont il voit les choses. Parfait. Bah, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec lui et notamment sur sa vision d'athlète et de regrouper un peu les informations que tu nous as données avec les siennes et on aurait quelque chose, j'imagine, de très complet. Marc, je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, c'est un bel échange. Merci en tout cas pour ce que tu fais sur les réseaux. Moi, je te suivais avant que tu viennes me voir pour m'interroger et je crois que le message, il est clair. Il faut quantifier, évaluer et travailler. Merci beaucoup, Marc, pour ton partage. Et toi qui nous as écoutés jusqu'au bout,
Tu connais la chanson, abonne-toi au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Et comme d'habitude, partage, note et commente pour nous aider à grandir et continuer à partager sur la santé et la performance sportive. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!